je suis ravie d'introduire ce 17e épisode du webinaire Impact Recherche. Donc, en quelques mots, pour vous rappeler le principe à tous, donc là, le webinaire va se décomposer en deux parties. Une partie de présentation du professeur Hulot et une partie d'échange en questions-réponses. Pour les questions-réponses, il faudra utiliser le module Q&R, c'est dans la barre du haut avec les petites bulles au point d'interrogation pour poser vos questions et ensuite on pourra les prendre une à une pour que le professeur Hulot puisse vous apporter un éclairage. Donc c'est un webinaire scientifique qui a pour objectif de repartager avec vous les résultats des travaux de recherche qui sont menés par les équipes de la PHP et publiés dans des revues prestigieuses. Et l'enjeu aussi de pouvoir rendre accessible une information scientifique parfois un peu complexe. Sans plus attendre, on a l'honneur d'accueillir aujourd'hui le professeur Jean-Sébastien Hulot qui va pouvoir nous parler de l'insuffisance cardiaque augmentant le risque de cancer. Merci beaucoup pour votre participation, professeur. Je vous laisse la parole. Merci pour cette gentille invitation et c'est toujours un plaisir d'essayer d'expliquer au plus grand nombre des recherches qu'on fait qui peuvent parfois paraître un peu plus confidentielles ou plus scientifiques. Donc c'est vrai que le thème aujourd'hui est assez grand public puisqu'on va parler de deux maladies très fréquentes et de comment elles peuvent avoir une relation l'une avec l'autre. Alors voici mes liens d'intérêt. Il n'y en a aucun qui est lié à la présentation que vous allez voir. Donc, la première question, c'est qu'est-ce que l'insuffisance cardiaque? On va commencer par là. Vous savez peut-être pas parce que c'est une maladie qui n'est pas toujours bien connue. En fait, le cœur, c'est une pompe. C'est lui qui est vraiment à l'origine de la circulation du sang dans l'organisme, dans l'ensemble de nos vaisseaux, pour pouvoir apporter l'ensemble de l'oxygène et des nutriments à nos organes. Et l'insuffisance cardiaque, c'est quand le cœur a du mal à faire cette fonction pompe et donc à pomper efficacement le sang pour alimenter correctement le cœur. C'est souvent le témoin d'une maladie cardiaque avancée et c'est plus un syndrome en fait qu'une maladie puisqu'on va le voir, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles le cœur peut cesser de fonctionner correctement et d'avoir des difficultés à pomper lors de sa contraction ou de sa relaxation le sang dans l'organisme. C'est une maladie qui est fréquente parce que c'est à peu près, vous voyez, en France, à peu près 1,3 million de personnes qui souffrent de l'insuffisance cardiaque. C'est une maladie qui est souvent liée à l'âge. L'âge moyen dans la population française, c'est à peu près 75 ans. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir d'insuffisance cardiaque quand on est plus jeune. C'est vrai qu'elle augmente avec l'âge, mais on peut aussi retrouver l'insuffisance cardiaque de la naissance jusqu'à des patients beaucoup plus âgés. Et ça impacte très fortement la qualité de vie avec de fréquentes hospitalisations. C'est en fait une maladie, quand on regarde les données qui sont épidémiologiques, c'est-à-dire qu'on regarde le nombre de fois où on est hospitalisé, où on doit consulter, éventuellement si on va décéder de cette maladie-là, c'est une maladie qui est grave, au moins aussi grave que le cancer. Et c'est une maladie, comme je le disais, donc, qui est souvent moins connue de la population. C'est pour ça qu'il y a une campagne, j'ai mis sur le côté ici, que vous avez peut-être vu, de la Caisse nationale d'assurance maladie. Là, j'ai mis la petite affiche, mais on l'entend aussi à la radio régulièrement depuis à peu près 2 ans, pour sensibiliser la population à cette forme de maladie grave et qui nécessite une prise en charge médicale spécifique par des cardiologues comme moi, par exemple. Alors, il y a plusieurs étiologies ou plusieurs causes de cette insuffisance cardiaque. Il y a des choses qui sont très évidentes, comme par exemple l'infarctus du myocarde. On connaît tous des gens dans notre environnement proche qui ont fait ce genre d'atteinte. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur quelque chose d'un petit peu plus particulier. Bon, bien sûr, ici, tout ça sont des schémas qui sont très simplifiés, qui sont la toxicité. Et notamment, et c'est comme ça qu'on va rentrer dans l'intersection entre la cardiologie et la cancérologie, et donc avec l'émergence d'une discipline à la frontière qui s'appelle la cardio-oncologie. Il y a une vision en fait qui s'est imposée il y a quelques années sur le fait que la plupart des médicaments, enfin vous voyez c'est à peu près un médicament anticancéreux sur deux. Alors attendez, je vais remettre le petit pointeur laser pour que vous puissiez bien voir. Voilà, je pense que vous voyez mon petit point rouge. Un médicament anticancéreux sur deux a un effet cardiovasculaire. Et quand on sait la prévalence importante du cancer dans la population, encore une des données récentes, vous les avez peut-être entendues à la radio il y a à peu près un mois, en montrant que la France, les pays occidentaux, étaient particulièrement exposés au risque de cancer, même si la mortalité
ça met le traitement avec l'ensemble des traitements, forcément, quand vous croisez les deux, bah, ça veut dire que vous allez avoir un certain nombre de complications cardiaques potentielles qui doivent être prises en charge, soit pour permettre d'accéder à ces traitements, soit pour permettre de maintenir, bien sûr, la, 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 la qualité et la santé cardiovasculaire au maximum. C'est d'autant plus important, comme je le disais, qu'on a des traitements anticancéreux particulièrement efficaces. Alors ça a fait l'émergence, vous voyez, qui est récente. Je vous ai mis ici une diapo qui est un petit peu plus scientifique, mais pour vous dire qu'on a des recommandations européennes depuis 2022, donc ça fait 3 ans. Donc c'est une discipline qui est vraiment en grande émergence, qui a nécessité le développement d'unités médicales, pardon, avec un S ici, de cardio-oncologie, comme on en a par exemple sur l'hôpital européen Georges Pompidou où j'exerce, et sur l'assistance publique, vous en avez d'autres. Et vous voyez que ces médicaments peuvent provoquer souvent, alors donc de l'insuffisance cardiaque, comme on en parlait, mais ça peut être aussi des arythmies. Le rythme cardiaque n'est pas régulier, il peut s'emballer, vous pouvez avoir des palpitations ou des effets vasculaires comme de l'hypertension artérielle ou des caillots à l'intérieur des artères ou des veines. Et puis plus spécifiquement, plus rarement, mais plus spécifiquement, des atteintes lors des immunothérapies avec les lymphocytes qui peuvent reconnaître le système cardiovasculaire comme étant quelque chose à endommager, ce qui n'est pas approprié. Ces effets concernent en fait aussi des molécules qui sont fréquemment retrouvées, hein, je vous ai mis des exemples ici de molécules. Ça, ce sont des molécules qu'on donne dans le cancer du sein. Donc, le cancer du sein, c'est très fréquent. Donc, vous voyez, en fait, ça veut dire qu'on va avoir un lien, une nécessité de surveillance particulière. Ça peut être des traitements pour le cancer de la prostate ou des traitements pour différents cancers. Donc, ça veut dire que la problématique est fréquente. Alors, ça, bien sûr, c'est la vision initiale de la cardio-oncologie, c'est-à-dire, comme je vous le disais, beaucoup de personnes ont des cancers, ils reçoivent des traitements qui peuvent endommager le cœur, mais il y a aussi un autre lien qui se fait dans l'autre sens, c'est qu'il y a une autre donnée à prendre en compte qui est marquée ici, c'est que 2 patients sur 3 avec un cancer a au moins plus de 1 facteur de risque cardiovasculaire. Et on a beaucoup de facteurs de risque croisés. Le tabagisme, par exemple, est un très bon exemple, puisque on sait très bien que le tabagisme va augmenter le risque de cancer du poumon ou de la vessie ou de cancer urothéliaux, par exemple, mais fumer encrasse aussi vos artères et vous donne un risque plus important de faire un infarctus du myocarde, par exemple. Et donc, on voit que cette relation n'est pas que dans un sens, mais va aussi dans les deux sens. Et donc, on peut commencer en fait avec un cœur sain, par exemple, une femme jeune qui aurait un cancer du sein, qui n'a pas de cardiopathie, qui reçoit un traitement, comme je vous le disais, qui va pouvoir avoir un effet sur son cœur. Mais on voit aussi qu'on peut commencer avec une maladie cardiaque déjà existante et développer un cancer. Or, ça a été moins dans la littérature. Et surtout, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que le fait d'avoir déjà une cardiopathie, et là, énormément dans l'étude qu'on a conduite, va évoluer, augmente le risque d'avoir un cancer. On avait quelques petits éléments pour penser cela, je vous les montrerai un petit peu à la fin, pour vous dire pourquoi ça nous a mis la puce à l'oreille. On avait l'impression que peut-être qu'effectivement, le fait d'avoir déjà une atteinte, une santé cardiovasculaire plus précaire, était aussi un élément qui allait pouvoir jouer sur le risque d'avoir un cancer. Et donc j'ai un peu illustré ça par cette jolie mosaïque chinoise, où on voit que finalement, c'est peut-être pas deux choses ou deux monstres séparés qu'il nous faut combattre, deux maladies, mais peut-être qu'il y a un lien entre les deux et qu'on a, comme on dit ici, un monstre à deux têtes. Alors, comment on a fait pour répondre à cette question-là? En fait, on avait un certain nombre d'enjeux. La première chose, c'est qu'il faut disposer d'une base d'études qui est très large et qui est la plus exhaustive possible. Parce que pour répondre à ces questions-là, vous ne pouvez pas le faire sur un seul centre. Il faut avoir quelque chose qui soit vraiment très représentatif, avec beaucoup de gens qui sont étudiés, qui permettent d'identifier qui a une insuffisance cardiaque et qui développe un cancer. Puisque c'était ça notre question, c'était de se dire, si on a déjà une maladie cardiaque, est-ce qu'on va avoir plus de chances de faire un cancer et avec un recul suffisant? Et là, on a bénéficié en France de notre système d'assurance maladie et du fait que les données en fait, de la sécurité sociale, pour faire simple, et donc de la Caisse nationale d'assurance maladie, sont en partie mis à disposition de la recherche dans un registre qui s'appelle le SNDS, le Système national des données de santé, que vous voyez ici, qui couvre 99% de la population. Donc, ça fait 67 millions de personnes qu'on a considérées. Donc, vous qui êtes en ligne, moi, on a tous été considérés dedans. Et l'ensemble des données de consommation de soins, des maladies, des hospitalisations, des événements vont être enregistrés dans cette base de données qui est ouverte depuis 2016 avec des données en fait disponibles depuis 2006.
Ça nécessite bien sûr, hein, ce n'est pas accessible à tout le monde, ça nécessite de déposer des projets précis, d'avoir des autorisations. On a donc fait toutes les démarches et on a demandé à pouvoir accéder à ces données pour répondre à notre question. Et on nous a donné donc l'ensemble des autorisations pour pouvoir observer au sein de la population française, donc c'est vraiment une étude de très large échelle ici, si on avait cette relation. Alors comment ça fonctionne ensuite? On a fait une analyse, vous voyez, sur 10 années de recherche, c'est-à-dire en fait de 2010 à 2019, hein, pour un petit peu se mettre. Voilà, comme je vous l'ai dit, les données ont commencé à rentrer à partir de 2006, donc ça permet d'avoir des données bien renseignées à partir de 2010. Et puis on a voulu éviter les périodes Covid pour éviter aussi de la confusion, donc on a arrêté à 2019, ça faisait quand même une décennie déjà. Vous voyez qu'on a identifié donc des gens avec insuffisance cardiaque, on a identifié 342 000 patients. On a exclu les patients qui avaient déjà en fait un antécédent de cancer, donc ceux qui avaient déjà fait la maladie à titre de cancer avant le problème cardiaque. On a eu à peu près donc 330 867, même précisément, insuffisants cardiaques éligibles. Et on a apparié ces patients-là avec des témoins pour un ratio 3 pour 1, d'avoir une population qui va être composée des gens qui ont insuffisance cardiaque et des gens qui ont le même âge, le même sexe, mais qui ont fait ni cancer ni insuffisance cardiaque. Et on va les suivre au fur et à mesure du temps en regardant maintenant. Donc, vous voyez, on a eu un suivi moyen de à peu près 4,5 années et on va regarder qui développe un cancer ou pas. Et si c'est le cas, à quel moment c'est survenu et quel type de cancer est survenu. Alors, voici ici maintenant des tableaux issus de la publication que je vous présente aujourd'hui. Il y a un petit QR code en bas à gauche que vous pouvez scanner pour aller directement au papier pour ceux que ça intéresse. Il reviendra à plusieurs reprises, donc il n'y a pas de problème pour le voir. Et là, je vous ai sorti les tableaux. Alors, c'est en anglais, mais vous voyez que c'est assez facile à lire. Ce sont les caractéristiques des participants. Vous avez une première colonne qui vous indique les participants avec insuffisance cardiaque, et puis donc les contrôles, les gens qui n'ont pas d'insuffisance cardiaque ou de cancer en face. Vous voyez qu'on a exactement le même âge, 77,7 années. Et donc, ça revient hein, à ce que je vous ai dit au tout début en introduction. On sait que l'insuffisance cardiaque, c'est aux alentours de 75 ans. Vous voyez, c'est très compatible. On a 55% de femmes, 54,7% exactement. Et vous voyez que les deux groupes sont exactement similaires dans l'ensemble de ces caractéristiques là pour éviter que ce soit un biais ou quelque chose qui puisse influencer. Par contre, ensuite, on a commencé à regarder les autres éléments disponibles dans la base, et là, de manière un petit peu attendue, les patients qui ont de l'insuffisance cardiaque, bah forcément, ont plus d'hypertension artérielle, donc ils ont plus de maladies cardiaques préexistantes, plus de diabète, plus de maladies ischémiques, c'est-à-dire ils ont plus souvent fait un infarctus, ils sont plus souvent obèses, ils ont plus d'insuffisance rénale, ils fument plus, alors même si les données de tabagisme dans le SNDS, c'est plus compliqué puisqu'en fait, uniquement les soins liés au sevrage tabagique sont enregistrés. Donc, on n'a pas de choses plus précises que cela, c'est déjà important. Et puis, ils sont un petit peu plus consommateurs d'alcool que les autres. Donc, ça témoigne aussi d'une santé forcément plus comorbide, comme on dit, avec plus d'éléments d'anomalies de maladies cardiovasculaires. Alors, les résultats sont les suivants. La façon dont ça fonctionne, c'est en fait, vous partez du temps zéro que vous avez ici. Vous allez avoir deux courbes qui sont en bleu, les patients qui sont au contrôle, qui n'ont pas d'insuffisance cardiaque. En rouge, les patients qui ont fait de l'insuffisance cardiaque. Et on va compter le nombre de cancers. Donc, au fur et à mesure du temps, on compte. Et donc, dès qu'on voit un cancer, on compte. Et on voit très rapidement que la courbe rouge est au-dessus de la courbe bleue. Hein, c'est assez net. Vous voyez que les deux courbes divergent même assez rapidement. Il n'y a pas besoin d'attendre longtemps pour voir que les deux pentes ne sont pas les mêmes. Et donc, ça indique que lorsque vous êtes dans le groupe de l'insuffisance cardiaque, eh bien, vous allez plus fréquemment présenter un cancer que lorsque vous n'avez pas d'insuffisance cardiaque. On a différentes façons statistiques de juger cela. Vous voyez donc l'incidence absolue, c'est 8,5% sur le suivi contre 7,8%. Ça fait donc une augmentation en fait de 12% en risque relatif. Mais ça, c'est ce qu'on appelle une analyse non ajustée. Or, il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent jouer. Et donc là, je vous ai fait l'épargne de l'ensemble des analyses statistiques qu'on doit faire pour vérifier que l'association est juste et valide. On fait donc des ajustements. On va regarder si l'âge peut jouer, si le tabagisme, on a regardé beaucoup de choses, le lieu de résidence, l'année dans laquelle était survenue l'insuffisance cardiaque. Et quoi que vous fassiez, on retrouve toujours cette association. Elle est toujours
significative. Lorsque vous avez une insuffisance cardiaque, vous allez avoir un risque de développement de cancer plus important. Et donc, une autre façon de l'exprimer, c'est ce qu'on appelle le risque attribuable. C'est-à-dire, si vous présentez un cancer alors que vous aviez de l'insuffisance cardiaque, quel est en fait l'excès de risque qui est attribuable à votre insuffisance cardiaque? Donc, c'est ce que j'ai marqué, le chiffre du jour à retenir. En fait, à peu près 16%, donc 16,5 exactement, des cancers chez les patients insuffisants cardiaques sont reliés directement au fait d'avoir l'insuffisance cardiaque. Et ceci donc est fait après ajustement de tous les autres facteurs de risque. Donc, le fait de fumer va additionner un autre risque, le fait de votre âge va additionner un autre risque et ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est une proportion assez significative et importante du cancer qui, chez ces patients-là, est expliquée par la maladie cardiaque en tant que telle. Alors, est-ce que c'est vrai pour tous les cancers? C'est ce qu'on a regardé ensuite. Et là, c'était aussi un autre enseignement très intéressant, c'est que ce n'est pas tout à fait juste pour tout le monde, pour tous les types de cancers. Il y a beaucoup d'organes dans un corps humain, et donc il y a beaucoup d'organes qui peuvent développer un cancer. Et vous voyez que ce surrisque, il est surtout vu pour le cancer du côlon. Donc, c'est des cancers, vous voyez, la fréquence est quand même plus importante ici, hein. Donc, on est à 13,7% quand vous aviez une insuffisance cardiaque contre 12,3% si vous n'en avez pas. Le cancer du poumon, 8,7% contre 6,1%. Et puis les cancers sanguins, j'ai mis 100 ici au total, mais avec surtout un signal qui est expliqué par le myélome, qui est une forme particulière de cancer qui va surtout toucher les lignées dites myéloïdes, les macrophages pour faire très schématique. Par contre, vous voyez qu'au niveau du cancer du sein, on n'a pas du tout de différence, ce qui ne nous a pas vraiment beaucoup surpris, puisque là, on va tomber dans un cancer plus spécifique de la femme, plus jeune souvent, et donc on voyait moins bien pourquoi on aurait une association. C'était effectivement ce qu'on a observé. Et de manière par contre surprenante, le cancer de la prostate est moins fréquent chez les patients avec insuffisance cardiaque que sans insuffisance cardiaque, qui pourrait peut-être être expliqué par des différences de niveau de testostérone sanguine circulante, ce qui a été décrit chez les patients avec insuffisance cardiaque. Il y a un hypotestostéronisme, c'est à surveiller, mais en tout cas, vous voyez que ça peut aller aussi quand on regarde la granulosité dans des sens un peu différents. Et vous voyez aussi qu'un autre cancer lié au tabagisme, puisque là, par exemple, le cancer du poumon est augmenté, donc on pourrait dire que c'est à cause du tabac, mais vous voyez que la partie rein et voie urinaire n'est pas augmentée, alors que le tabac est aussi très important à ce niveau-là, ce qui sous-entend qu'il y a donc ce lien, pas que du tabagisme, mais aussi de l'insuffisance cardiaque qui joue probablement dessus. Ici aussi, je ne vous ai pas tout montré. Dans la publication, vous pouvez retrouver la liste de tous les cancers qui est bien sûr reportés. Je ne vous montre que les plus importants. Alors, comment on pourrait expliquer cela? Je vous ai montré en fait que donc la cardio-oncologie, elle est née de la reconnaissance de la toxicité des médicaments du cancer sur le cœur. Mais il y a donc probablement, et c'est ce qu'on montre ici, une relation bilatérale. Alors, donc, au tout début, et je vous l'ai dit, je vous le montrerai à la fin, ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est qu'un cœur insuffisant sécrète des facteurs qui induisent une prolifération des cellules. En fait, lorsqu'il a du mal, eh ben, il essaye lui-même de se sauvegarder et de sécréter des facteurs qui favorisent la prolifération. Probablement que ces facteurs peuvent circuler et aller donc en fait au contact d'autres cellules dans d'autres organes et provoquer probablement une prolifération de ces cellules et augmenter le risque de cancer. C'est une première hypothèse. La deuxième, elle est liée là pour le coup au fait qu'il y ait des facteurs de risque communs, c'est-à-dire que finalement, comme je le disais tout à l'heure, on considère souvent, comme ce sont deux spécialités, les choses de manière très séparée, mais peut-être qu'elles sont interconnectées. L'inflammation, par exemple, peut influencer la survenue d'insuffisance cardiaque ou de cancer. On peut acquérir des mutations avec l'âge au niveau d'un certain nombre de cellules à forte prolifération, comme les cellules immunes, et qui peuvent aussi en fait influencer les deux facteurs. Et puis des facteurs de risque communs, comme je le disais, comme le tabagisme, l'obésité, le diabète, par exemple. Voilà, donc que retenir? Le fait d'avoir une insuffisance cardiaque augmente le risque de développer un cancer, ce qui est surtout observé pour les cancers du côlon, du poumon et le myélome. Cette augmentation du risque est en grande partie liée à la maladie cardiaque elle-même. On ne connaît pas encore toutes les raisons, mais je vous ai montré qu'on a des pistes à explorer. Donc ça veut dire, en pratique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être particulièrement attentif au dépistage du cancer chez les personnes qui ont une maladie du cœur, surtout en présence de symptômes inhabituels. C'est pour cela que j'ai rappelé la campagne de dépistage, ou en tout cas de sensibilisation de la Caisse nationale d'assurance maladie.
Et donc, on est aussi en train de discuter avec les autorités européennes et la Société européenne de cardiologie sur la révision des recommandations, puisque les stratégies de prévention ciblées chez les patients cardiaques pour dépister le cancer ne sont aujourd'hui pas recommandées, alors que notre étude, au moins sur le côlon et le poumon et au niveau sanguin, suggère qu'il serait peut-être une bonne idée d'aller les regarder plus précisément. Voilà, donc je veux finir en vous donnant, voilà, vous avez ici le petit donc le QR code pour pouvoir télécharger l'article si vous voulez avoir tous les détails de cette étude. Je remercie les co-auteurs, Marina Mirabel, qui était à l'hôpital européen Georges Pompidou, les gens de la société SEMCA qui nous ont aidés pour l'accès et l'analyse de ces grosses bases de données où tout le monde n'est pas autorisé. Donc, c'est une société qui est autorisée à faire cela, avec qui on a collaboré. Et puis, je remercie les équipes de recherche et de soins sur la cardio-oncologie à Pompidou notamment. Voilà, je vous remercie pour votre attention et donc je vais prendre vos questions maintenant. Merci beaucoup, professeur, pour cette présentation très claire. Donc, on a plus de 70 personnes qui se sont connectées. Je rappelle juste comment fonctionne le système de questions-réponses. Il faut cliquer sur le petit onglet Q&R sur la barre du haut de Teams pour pouvoir poser votre question. Et j'en profite aussi pour rappeler qu'une des rediffusions de ce webinaire sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la PHP. Peut-être en attendant de recueillir les questions, j'en poserai une moi-même sur finalement les perspectives. Vous l'aviez indiqué sur des actions de prévention ciblées, notamment de dépistage. Et est-ce que au niveau de la prise en charge des patients en tant que tels, vous l'indiquez, les disciplines se font peut-être de manière connexe, mais est-ce que ça peut conduire à des prises en charge avec des disciplines de manière plus croisée ou systématique, notamment entre cardiologie et cancérologie peut-être? Alors, vous avez tout à fait raison. Donc, c'est ce que je disais, hein, alors, les unités fonctionnelles ou médicales de cardio-oncologie, vous en avez plusieurs qui se sont développées sur l'assistance publique. Je vais parler de celle que je connais bien sur l'hôpital européen Georges Pompidou. On travaille maintenant en étroite connexion, effectivement, avec nos collègues oncologues. On a effectivement des systèmes de référencement des patients croisés qui nous permettent, lorsqu'ils ont une suspicion ou quelque chose, de nous solliciter et d'avoir dans le circuit du patient avec une maladie ou un cancer, l'intervention du cardiologue qui va venir, voilà, comme le radiothérapeute ou comme quelqu'un d'autre viendrait intervenir au sein du circuit patient. Donc ça c'est très bien organisé, c'est plutôt très efficace. Et on le fait de manière, effectivement, ça peut se faire qu'en collaboration et de manière très croisée avec les équipes d'oncologie. Là, notre étude, là où elle était pas tant orientée vers, bien sûr, les oncologues, mais aussi nos collègues cardiologues pour leur faire prendre conscience du surrisque de cancer aussi chez leurs patients, puisque là, il faut aussi que nos collègues de cardiologie qui voilà, n'auraient pas spécialement conscience de ces surrisques sachent qu'un saignement dans les selles, c'est peut-être pas très normal. Voilà, que effectivement, aller vérifier par un scanner thoracique chez des patients la présence d'une tumeur pulmonaire, c'est des choses qui doivent aussi se faire et auxquelles il faut penser. C'est clair, merci beaucoup. Nous avons une question à l'instant du docteur Pourmire qui demande, pour pouvoir formuler des hypothèses physiopathes, avez-vous recherché des interactions type de cancer vs étiologie de l'insuffisance cardiaque, par exemple cardiopathie ischémie vs cancer bronchique? Alors, c'est une excellente question. Malheureusement, la base USNDS ne permet pas d'aller à ce niveau-là, en fait, de précision, puisque donc ce sont les codes de la sécurité sociale. Donc, c'est des codes de remboursement. Donc, pour pouvoir faire la séparation entre ischémique, non ischémique, ça nécessiterait vraiment de pouvoir rentrer dans les dossiers des patients et avoir un œil et une expertise cardiologique qu'on n'a pas exactement au sein de la base. On le sait, en fait, pour répondre à votre question, on a une suspicion quand même forte que ce soit effectivement les maladies ischémiques qui soient responsables plus particulièrement de ce surrisque par des données expérimentales. Donc, quand j'ai parlé tout à l'heure de la sécrétion de ces facteurs pro-prolifératifs, ça vient de données faites chez l'animal avec des modèles effectivement d'infarcissement, donc d'infarctus du myocarde, et on se rend compte en fait
que ce sont essentiellement ces cœurs qui sécrètent les facteurs proprolifératifs, c'est-à-dire probablement que lorsqu'il y a eu de l'ischémie, c'est ça qui va provoquer en fait un stress oxydant ou une nécrose du tissu qui amène à la sécrétion de ces facteurs qui pourraient induire après la prolifération cellulaire. Donc vous avez raison, mais ça reste de l'ordre de l'hypothèse ou en tout cas pas vérifié chez l'homme à l'heure actuelle. C'est une forte suspicion. Merci beaucoup. Une nouvelle question du professeur Grimaldi. Donc, je remercie pour votre présentation. Voici les deux questions. La première, quel était le temps zéro ou date index des patients sans HF? Et la deuxième, comment avez-vous traité le fait que les patients avec HF ont un suivi et une exposition au système de soins plus importante, ce qui pourrait conduire à une détection accrue du cancer? Oui, alors bien sûr, donc ça c'est effectivement l'une des remarques. Donc, en gros, les codes d'insuffisance cardiaque ont été pris entre 2000 et 2014, 2010 pardon, et 2014. Et après, il y a le suivi. Idem pour les gens matchés. Et effectivement, ces patients-là sont plus souvent pris en charge. Et ça peut expliquer, par exemple, la réduction, par exemple, du risque de cancer de prostate observé chez les patients avec insuffisance cardiaque, qui est quand même assez surprenante, puisque là, on a un effet protecteur de l'autre côté. Donc ça, on ne peut pas se prémunir de cet effet-là, qui soit un effet effectivement de biais de détection, par le fait que les patients sont un peu plus suivis et donc pourraient avoir une détection plus importante des cancers par rapport au reste de la population. Ça me paraît quand même, je ne pense pas que l'hypothèse, ou en tout cas que nos résultats soient expliqués par cela, parce que je pense que si c'était le cas, on devrait avoir des résultats plus homogènes sur l'ensemble des cancers. Or là, la spécificité de l'atteinte par site est un peu, voilà, interpelle et dit un petit peu autre chose et à mon avis renvoie à une physiopathologie un petit peu plus spécifique pour expliquer l'augmentation d'un type de cancer et pas un autre. C'est clair, merci beaucoup. Je crois que nous n'avons pas d'autres questions. J'en profite juste pour rappeler aux participants que vous avez la possibilité de donner votre avis en répondant au questionnaire de satisfaction disponible au QR code sur la diapositive. Ça nous permettra de poursuivre l'amélioration de ce type de webinaire. Et j'en profite pour vous remercier de nouveau, professeur Lowe. Merci beaucoup. Nous rendrons disponible très prochainement le webinaire en replay sur YouTube. Eh bien, merci à vous tous, merci pour votre attention. Au revoir, bonne journée.